Moscou, la capitale de la Russie et immense métropole, souffre depuis longtemps d'une construction incontrôlée. Des années à enfoncer des fondations profondément dans un sol instable ont affaibli la structure souterraine de la ville. Le tunnel du métro, construit en 1935, finit par céder sous la pression des eaux souterraines. Le passage constant des trains provoque des vibrations continues, créant de minuscules fissures qui rompent l'étanchéité du tunnel. Lors d'une inspection de nuit de routine, Sergei remarque une petite fuite d'eau qui goutte du plafond et en informe l'agent de la station. L'avertissement est ignoré et l'agent pense qu'il ne s'agit que d'eau de pluie s'infiltrant après plusieurs jours d'averse. Pendant ce temps, une femme nommée Arina passe la soirée avec son amant au lieu de rentrer chez elle. Sachant que sa fille est seule et que son mari est de garde à l'hôpital, elle retrouve un homme d'affaires riche, espérant que cette liaison lui offrira une vie meilleure. Elle a peur de divorcer ou d'avouer la vérité à son mari, bien qu'elle soupçonne Andreï de déjà tout savoir. Pendant qu'elle cherche le réconfort, son mari, un chirurgien, consacre chaque minute à sauver des vies, gagnant bien moins qu'il ne le mérite. Son dévouement et son faible salaire ont creusé un fossé silencieux entre eux, un vide qu'Arina a essayé de combler par la trahison. Le lendemain matin, Andreï rentre chez lui et découvre qu'Arina n'est jamais revenue. Comprenant ce que cela signifie, il essaie d'être un bon père pour leur fille en âge scolaire. Lorsqu'elle est en retard pour les cours, il propose de la conduire, mais leur voiture est bloquée par un voisin. Le seul moyen d'arriver à l'heure, le métro. Au même moment, Vlad dépose Arina et décide de parler à son mari de leur liaison. En apprenant qu'Andreï est déjà parti, Vlad se dirige vers une réunion d'affaires, mais le trafic s'arrête complètement. N'ayant pas de temps à perdre, il prend lui aussi le métro, se retrouvant par pure coïncidence dans le même train. Avec eux voyagent 2000 inconnus, chacun ayant sa destination propre, mais un but commun, arriver à l'heure. Parmi les passagers se trouve Galina, une femme qui buvait avec Sergei avant qu'ils ne s'enfuient tous deux de la police. Alors que le train démarre, Sergei réalise soudain que l'eau qu'il a vue n'était pas de l'eau souterraine, elle sentait l'argile et le limon, une eau de rivière. Il tente d'appeler la station pour signaler le danger, mais il est trop tard, il a déjà été arrêté et enfermé. Quelques instants plus tard, le conducteur du train numéro 42 remarque quelque chose d'anormal devant lui. Scrutant l'obscurité, il voit de l'eau jaillir du plafond du tunnel et inonder le passage. Réagissant trop tard, il tire sur les freins. Le train lancé à pleine vitesse déraille, heurte violemment les parois avant de s'écraser dans le tunnel qui s'effondre et la vague d'eau qui déferle. Tandis que le train freine brutalement et s'écrase, les passagers sont piégés. Ils tombent les uns sur les autres, s'empilent dans un chaos total, perdant tout contrôle. Leurs corps sont projetés dans les wagons comme des poupées de chiffon. Beaucoup meurent sur le coup. Certains sont éjectés par les fenêtres, d'autres écrasés par la foule paniquée. C'est une catastrophe totale, avec le nombre de morts augmentant à chaque seconde. Ceux des wagons avant périssent immédiatement, ensevelis vivants sous le béton effondré et les débris du train. Quelques instants plus tard, Andreï reprend connaissance, désorienté et sans comprendre ce qui vient de se passer. Entouré de dizaines de corps, dont beaucoup déjà sans vie, il comprend qu'il doit sortir et retrouver sa fille. Repoussant un homme allongé sur lui, qu'il croit mort, il découvre avec soulagement que celui-ci respire encore et parvient à se relever. Se hissant hors du tas de blessés et de morts, Andreï panique, cherchant désespérément sa fille, terrifié à l'idée qu'elle fasse partie des victimes. Il atteint l'endroit où il se trouvait quelques instants plus tôt, mais Kusha a disparu. La panique l'envahit tandis que les pires pensées lui traversent l'esprit. Pendant ce temps, Vlad brise une fenêtre pour s'échapper. Les autres survivants l'imitent, sortant des wagons déformés pour tenter de s'évacuer. Contrairement aux autres, Vlad ne saute pas dans l'eau, il grimpe sur le toit du train, pensant que c'est plus sûr. Rampant entre les wagons vacillants, il les voit osciller dangereusement d'un côté à l'autre, écrasant encore des gens sous les décombres. Les énormes wagons d'acier continuent de se tordre et de s'effondrer, et Vlad comprend qu'il a eu raison de se diriger vers l'arrière du train. Par une fenêtre, il aperçoit Andreï, cherchant frénétiquement sa fille. Lorsqu'un groupe de voyous attaque Andreï en tentant de le tuer, Vlad accourt pour l'aider, frappe un des agresseurs à la tête avec un tuyau métallique et met les autres en fuite. Après avoir inspecté le wagon, Andreï aide Mikhail à se relever et aperçoit sa fille allongée sous un banc. Avec précaution, il vérifie son pouls et ses blessures, soulagé de constater que Kusha est vivante et indemne. Ailleurs, Denis reprend connaissance et découvre l'horreur qui l'entoure des corps partout. Même dans ce cauchemar, certains passagers profitent du chaos au lieu d'aider les autres. Un jeune homme audacieux dépouille les morts et vole le téléphone de Denis, encore étourdi par un traumatisme crânien, avant de s'enfuir avec les autres. Pendant ce temps, le contrôleur de la station remarque que le signal du train maudit ne bouge plus sur le radar, il est bloqué au milieu du tunnel. Essayant de comprendre ce qui se passe, le régulateur contacte le conducteur d'un autre train circulant sur la même ligne, qui lui rapporte qu'il s'est arrêté car le signal devant lui est rouge, indiquant un retard. Quelques instants plus tard, l'assistant du régulateur signale que toutes les pompes à eau fonctionnent à pleine capacité, ce qui signifie que le tunnel est en train d'être inondé. Le métro s'est transformé en zone sinistrée, et l'ampleur réelle de la catastrophe dépasse l'imagination. Après avoir consulté la direction, le régulateur décide de couper le courant de la voie électrique, mais il doit attendre que le prochain train entre dans une autre zone d'alimentation. Sachant que des vies sont en jeu, le conducteur du train et son jeune assistant, Vassili, quittent rapidement la cabine de tête et se dirigent vers la dernière voiture pour inverser la direction. Pendant que des centaines de personnes pataugent dans le tunnel inondé, cherchant à fuir la catastrophe, le conducteur et son assistant peinent à ramener leur train jusqu'à la station. Le train avance lentement et s'arrête sans cesse, leur faisant perdre de précieuses minutes. Au moment où le train sort enfin de la zone de danger, le régulateur coupe le courant de la voie et voit immédiatement s'allumer un voyant d'erreur sur son panneau de contrôle. Un court-circuit s'est produit quelques instants plus tôt, électrocutant tous ceux qui n'avaient pas encore réussi à s'échapper de la section inondée du tunnel.
Pendant ce temps, Harina, toujours au travail, tente sans relâche d'appeler son mari et sa fille, sans savoir qu'ils sont piégés dans le métro et ignorent quoi faire. Andrei propose de descendre, mais Vlad refuse, sachant que la troisième voie pourrait encore être sous tension. Andrei bande le bras cassé de Mikhail alors que le train suivant parvient enfin à regagner la station. La direction du métro ferme d'urgence les tunnels et ordonne une évacuation immédiate. La panique se propage rapidement. De nombreuses personnes perdent le contrôle et plusieurs sont écrasées par la foule terrifiée. Denis apprend qu'Alissa souffre d'asthme et risque de suffoquer sans son inhalateur. Lors de l'accident, elle a perdu son sac et ne parvient pas à le retrouver, ce qui signifie qu'elle peut mourir à tout moment. Déterminé à sauver la fille qu'il aime, Denis fait tout ce qu'il peut et réussit. Au même moment, Vlad utilise le petit chien Taopka comme cobaye. Il le jette dans l'eau pour vérifier si elle est sûre. Lorsque l'animal nage sans danger, il comprend qu'ils peuvent commencer à évacuer sans risquer l'électrocution. Les wagons continuent de bouger, il est donc plus sûr de passer à l'intérieur. En se dirigeant vers la dernière voiture, Vlad, Andrei, Kusha et Mikhail croisent la seule autre survivante, Galina. Pendant ce temps, Denis et Alissa tentent aussi de s'échapper, mais en dehors du train. Soudain, l'un des wagons se met à bouger, écrasant Denis. Il force la porte pour permettre à Alissa de grimper à l'intérieur et la supplie de partir. Denis réalise qu'il est piégé et sur le point d'être broyé, mais la brève rencontre entre eux s'est déjà transformée en amour. Refusant d'abandonner son sauveur, Alissa essaie désespérément de le tirer de là. Pendant ce temps, ceux qui ont réussi à échapper à l'eau et à survivre à l'électrocution atteignent la station de métro. Lorsque les témoins voient le chaos, la panique éclate à nouveau et les gens fuient vers la surface, augmentant encore le nombre de morts. Pour beaucoup, c'est une tragédie absolue, certains perdent leur mari, leur frère ou leur mère. Tandis que les journalistes saisissent l'occasion de créer une sensation, la police tente de limiter l'accès, mais un reporter et un caméraman rusé réussissent tout de même à publier les images, qui se répandent instantanément sur toutes les chaînes de télévision. Harina apprend la catastrophe par les informations et appelle l'école pour savoir où se trouve sa fille. En réalisant que Kusha n'est ni à la maison ni à l'école, Harina comprend que son mari et sa fille étaient dans ce train. Près de s'évanouir, elle se précipite vers sa voiture et fonce vers les lieux. En route, elle appelle Vlad à l'aide, sans savoir qu'il est lui aussi piégé dans la même situation que sa famille. Pendant ce temps, les services d'urgence tiennent une réunion de crise pour évaluer l'ampleur du désastre. La métropole est presque paralysée par les embouteillages de l'heure de pointe, empêchant les sauveteurs et la police d'atteindre le site et de commencer l'évacuation. L'inondation d'une seule ligne de métro n'est que le début, la catastrophe pourrait avoir des conséquences mondiales. Si le tunnel s'effondre, cela pourrait provoquer un affaissement du sol dans le centre de Moscou. Pire encore, la moitié de la ville pourrait s'enfoncer sous l'eau, causant la mort de millions de personnes. Le moyen le plus rapide de stopper cela serait de sceller la zone touchée avec des portes hermétiques et de la remplir d'azote liquide. Burov n'est pas d'accord avec ce plan et décide de retarder l'ordre, donnant ainsi aux secouristes plus de temps pour sauver des vies. Il sait qu'isoler la section pourrait éviter une catastrophe à l'échelle de la ville, mais que tous ceux piégés dans le tunnel seraient condamnés. En route vers les lieux, Harina a un accident de voiture, mais cela ne l'arrête pas. Elle abandonne le véhicule et court vers la station, espérant que son mari et sa fille sont encore en vie. Pendant ce temps, Miki, Vlad, Galina, Andrei et Kusha réussissent à sortir du train et commencent à se diriger vers la station la plus proche. Ils sont bientôt rejoints par Denis et Alissa, mais quelques instants plus tard, une vague gigantesque s'abat sur eux. Se serrant l'un contre l'autre, ils survivent, mais leur calvaire est loin d'être terminé. La vague n'a pas été provoquée par l'arrivée d'eau, mais par l'effondrement des roches qui a rompu la liaison entre les wagons. Le dernier wagon s'est détaché et a commencé à rouler derrière eux, se transformant en une menace mortelle. Voyant l'énorme wagon de métal de plusieurs tonnes foncer droit sur eux, le groupe se cache dans une cavité du mur du tunnel menant à un conduit de maintenance. Terrifié, Mikhail refuse d'y ramper, insistant sur le fait qu'ils doivent continuer à avancer. Convaincu d'avoir raison, il tente de courir, mais à chaque pas, le wagon se rapproche jusqu'à finalement le broyer à mort. Les survivants restants se retrouvent plongés dans l'obscurité totale, désorientés et sans comprendre ce qui se passe. C'est alors que Kusha vient à la rescousse, son collier contient une petite lampe intégrée. Vlad sourit, heureux qu'elle ait aimé son cadeau, ce qui ne fait qu'agacer Andrei. À cet instant, Andrei comprend que Vlad n'est pas seulement un ancien camarade et ami, mais aussi l'amant de sa femme, l'homme avec qui Harina passe du temps pendant ses voyages d'affaires. Tentant de chasser cette pensée et de se concentrer sur le sauvetage de sa fille, Andrei sombre dans un bref désespoir. Les autres trouvent une porte menant à une salle adjacente et parviennent à y entrer. Finalement, ils découvrent un petit bunker construit lors de la construction originale du métro. De là, ils atteignent un conduit de maintenance vertical d'au moins 7 mètres de haut, qui se termine par une grille d'évacuation pluviale, juste sous une rue très fréquentée. Crier à l'aide est inutile, le bruit de la circulation couvre tout. Leur téléphone ne capte aucun signal, car les couches de terre et de béton bloquent les ondes. Conscients qu'ils doivent agir, le groupe décide d'essayer d'arracher la grille plusieurs mètres au-dessus d'eux. Trouvant un tonneau métallique et un tuyau, Denis, Andrei et Vlad frappent tour à tour la structure, puis s'y accrochent pour la desserrer. Lorsqu'ils y parviennent enfin, Denis grimpe plus haut, mais ne parvient toujours pas à passer un appel. À un moment, il manque de laisser tomber son téléphone dans l'eau, mais heureusement, Galina, qui jouait autrefois au handball, le rattrape de justesse. Le dernier wagon du train s'écrase contre le mur du tunnel, bloquant l'écoulement de l'eau et provoquant l'inondation des salles techniques et du bunker. Le groupe comprend que s'ils ne trouvent pas rapidement une issue, la montée des eaux les enterrera vivants. Le désespoir leur donne la force d'agir, mais personne ne semble remarquer leurs efforts, et l'espoir d'un sauvetage commence à s'éteindre. À ce moment-là,
Alissa réalise qu'elle a encore perdu son inhalateur et commence à faire une crise d'asthme. Denis, prêt à risquer sa vie pour elle, plonge dans la zone de maintenance déjà inondée. En retrouvant l'inhalateur, il se sent de nouveau comme un héros, jusqu'à ce qu'un cadavre flottant ne le terrifie, le faisant lâcher sa lampe torche. Dans l'obscurité totale, Denis perd le sens de l'orientation et commence à se noyer. Prévoyant cela, Alissa utilise de la laque et un briquet pour allumer une petite flamme comme signal. Heureusement, Denis l'aperçoit et nage vers la lumière, sauvant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de la fille qu'il aime. Les équipes de secours progressant dans le tunnel trouvent un autre survivant, laissant un sauveteur avec lui tandis que deux autres continuent plus loin, espérant trouver d'autres personnes encore en vie. Pendant ce temps, Harina arrive enfin sur les lieux, mais ni Andrei ni Kusha ne figurent sur la liste des survivants ni parmi les blessés transférés à l'hôpital. Tandis que le bunker continue de se remplir, le groupe s'accroche à un tonneau métallique. À mesure que l'eau les soulève, Vlad parvient à capter un faible signal et appelle Harina, lui disant qu'ils sont coincés dans un bunker et lui donnant leurs coordonnées approximatives. En entendant cela, Vassili, l'assistant du conducteur et passionné d'exploration urbaine, comprend immédiatement où il se trouve et propose son aide. Le journaliste entend également l'appel et utilise une fausse carte d'identité de police pour faire pression sur les secouristes afin qu'ils fouillent un égout pluvial précis. Il semble que tout le monde sache enfin où se trouvent les survivants et que l'aide est en route, mais tout bascule soudainement. Le dernier wagon du métro se fissure, et une vague d'eau gigantesque traverse le tunnel. Le niveau d'eau dans le bunker chute brusquement, entraînant le groupe de nouveau dans le tunnel. Quelques instants plus tard, ils vérifient qu'ils sont tous en vie et se rendent compte que Galina a disparu. 5 minutes plus tard, Vassili et l'équipe de secours atteignent le bunker, mais il est vide. En voyant les murs humides, les sauveteurs informent Harina que tous ceux qui étaient à l'intérieur sont probablement morts. Effondrée, elle se sent totalement impuissante. À un moment, elle est prête à se jeter dans le vide pour en finir, mais d'autres parviennent à la retenir. Lorsque l'eau finit enfin par se retirer, Denis, Alissa, Andrei et Kusha reprennent leur tentative d'évasion. Vlad, blessé à la jambe, les rejoint peu après. Après quelques minutes, le groupe atteint une station abandonnée et grimpe sur le quai pour se reposer. Toujours tendu et épuisé, Denis perd son sang-froid et commence à laisser exploser sa frustration. C'est un homme riche et accompli, mais le destin l'a piégé ici, et il est désormais convaincu qu'ils sont condamnés. En tant que cadre dans le bâtiment, il sait que les autorités de la ville scelleront probablement le tunnel et le rempliront d'azote liquide, tuant ainsi tous ceux qui s'y trouvent encore. Les autres le supplient de rester calme, mais Vlad continue ses remarques amères. Il rejette toute la faute sur sa maîtresse, Harina, affirmant que son retard est la seule raison pour laquelle il a été obligé de prendre le métro ce jour-là, l'insultant en plein devant Andrei. Vlad provoque son ancien ami. Une violente bagarre éclate, que ni Denis ni Kusha ne peuvent arrêter. Consumé par la rage, Andrei manque de noyer Vlad, mais la rixe est interrompue par un cri lointain. C'est Galina, miraculeusement encore en vie. Les survivants entendent sa voix, tout comme les sauveteurs qui la cherchaient depuis tout ce temps. Le soulagement envahit tout le monde, mais il est de courte durée. La zone où le train est resté bloqué s'effondre complètement. Le plafond cède, et des torrents d'eau inondent le tunnel. Les sauveteurs signalent la situation par radio, tandis que Vlad les supplie de ne pas fermer la porte et de venir les sauver. Bien qu'il sache que sa fille est à l'intérieur, Andrei insiste sur la nécessité de fermer la barrière hermétique, sinon des millions de personnes mourront. Le centre de commandement donne l'ordre, et le tunnel est scellé quelques secondes avant une catastrophe mondiale. Le niveau de l'eau recommence à monter, soulevant les survivants vers la surface. Ils parviennent à indiquer qu'ils sont encore en vie. Vassili est le premier à le remarquer et appelle rapidement son équipe pour organiser une évacuation d'urgence. Les survivants grimpent à travers la grille jusqu'à la rue. Kusha est la première à voir la lumière du jour et sa mère, elle court vers Harina et se jette dans ses bras. Alissa et Denis, désormais amoureux et liés à jamais par leur épreuve, sont transportés à l'hôpital. Andrei aperçoit sa femme, mais l'ignore, retirant sa main pour éviter son contact. Au même moment, l'assistant de Vlad arrive, lui rappelant une réunion d'affaires urgente et lui demandant de se dépêcher. Andrei, bien qu'évitant Harina, est contraint de partager la même ambulance avec elle afin qu'ils soient tous trois examinés à l'hôpital. Avant que les véhicules ne partent, ils s'arrêtent un instant juste assez longtemps pour que Taopka, leur petit chien, bondisse dans les bras de Kusha.